je pense que 7 ans, c'est un chiffre qui part de lui-même. C'est-à-dire que malgré toute la résilience qu'on peut avoir, malgré toute la résistance, malgré tous les efforts, les 7 ans, ils ont laissé des séquelles sur le secteur agricole. Je pense aujourd'hui l'exemple le plus frappant et qu'on a tous vécu, c'est son apparition sur les médias, celui de l'élevage. Le ministère il a annoncé une baisse des effectifs de 38%, et donc c'est ce qui a conduit une sage décision royale de s'abstenir au sacrifice cette année. Et c'est le cas pour la plupart des filières qui dépendent fortement des précipitations. Je pense aussi que le Maroc, bien que c'est un pays aride, il s'est préparé à de telles situations par la politique des barrages lancée par feu Sa Majesté Hassan II. Le problème, c'est que la succession des années de sécheresse a fait que même la dotation d'eau d'irrigation qui est au niveau des barrages n'a pas été assurée et qu'il y a eu l'arrêt de l'irrigation dans de nombreux secteurs de périmètre irrigué, ce qui a forcément ramené la production dans certains secteurs à zéro, avec tout l'impact qu'on sait sur l'emploi, sur la valeur ajoutée et sur le PIB agricole et par la suite sur le PIB national. Je pense que sans certaines mesures qui ont été prises dans le cadre du plan Maroc Vert, je parle du goutte à goutte par exemple, le Marocain moyen ou les marchés n'auraient pas été suffisamment alimentés en fruits et légumes. Je pense malgré cette année, on a eu quelques cas de hausse des prix, mais je pense que c'est dû à l'inflation, c'est beaucoup plus dû à la hausse des intrants agricoles, notamment les engrais, certains produits liés à certaines crises géopolitiques. Mais le marché a resté tout le temps suffisamment alimenté. Et je pense que ça, c'est à mettre à l'actif des stratégies agricoles qu'on a menées au ministère de l'Agriculture, que ce soit le plan Maroc Vert ou la génération Green. Maintenant, il y a des secteurs qui ont été desséchés, il y a des superficies qui ont été perdues, il y a des emplois qui ont été perdus. Et les dernières pluies nous rendent dans le vent de l'optimisme pour redémarrer un nouveau cycle. Et c'est ça l'agriculture, c'est un métier, c'est un secteur de défi et faut être optimiste. Je pense malgré le risque que ça porte cette histoire de pluviométrie. L'année s'annonce excellente, voire ou bonne, on va dire. Monsieur le ministre, ce matin, il a annoncé une production de 44 millions de quintaux pour les céréales, ce qui est, je pense, en dessus de toutes les estimations qu'ont fait les spécialistes en début d'année. On a perdu certaines superficies en cours d'année parce que la pluie s'est fait rare fin novembre, début décembre. Là, on avait besoin d'humidifier le sol par cette pluie, la germination. Mais les pluies de début mars, des 2 premières semaines de début mars et surtout celles de début du mois d'avril, ils ont rétabli une situation, du moins pour les céréales, pour l'arboriculture, pour le maraîchage. Et là, on tend vers une année très normale. Je pense que ceci ne doit pas nous faire oublier que la situation peut se répéter et que on travaille sur plusieurs axes pour permettre d'être moins vulnérable à de telles situations. Mais en l'absence totale de l'eau, il n'y aura pas de production, qu'on soit bien clair là-dessus, quelles que soient les méthodes, les techniques qu'on va utiliser. On essaie de faire de l'économie d'eau, des cultures plus résilientes, des techniques plus adaptées au contexte. Et de l'autre côté, on essaie de baisser certains facteurs de production quand ils étaient un peu élevés, tels que les engrais, tels que les aliments pour bétail, pour le programme de sauvegarde du cheptel.
mais c'est des mesures qui permettent de renforcer la résilience du secteur et des agriculteurs en attendant des jours meilleurs comme celles qu'on vit aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas une approche, on va dire, classique qui va donner tous les résultats escomptés sur le plan théorique. Je pense qu'il faut distinguer le cas de l'élevage ovin ou petit ruminant de l'élevage avicole. Je pense pour l'élevage des petits ruminants, l'idée c'est pour baisser le coût, c'est de apporter une alimentation à moindre coût. Il y a pas de... Et donc cette alimentation provient essentiellement des parcours et des résidus des grandes cultures. Or, dans les 7 dernières années, le parcours a été réduit à ne plus rien produire et on n'avait pas de production céréalière et donc on n'avait pas de résidus de culture, ce qui fait que les agriculteurs ont acheté par quoi ils devaient alimenter leur cheptel, et c'est ça ce qui a fait augmenter le coût. Ils ont vendu leur cheptel parce que financièrement ce n'était plus soutenable, et à partir de là on a l'offre sur le marché qui a baissé, et c'est ça ce qui a conduit à cette hausse des prix. C'est une loi, moi je parle beaucoup plus d'une loi d'offre et de demande. Il y a eu un déséquilibre que le gouvernement essaie de combler à travers de l'importation, soit de bovins ou d'ovins ou de viande fraîche. Par contre, pour le cas de la volaille, toute l'alimentation est importée. Et là, je peux parler réellement d'une inflation, puisqu'on a importé cette inflation. Donc toute hausse des prix des aliments sur le marché international, on va la retrouver au niveau des poules que le consommateur va acheter chez le marchand, pour diversifier un peu sa consommation en viande. Donc c'est deux sujets complètement différents. Maintenant, l'organisation de la filière permet d'améliorer certains éléments des coûts. On peut produire mieux avec peu d'aliments. On peut être mieux organisé pour aller sur le marché. Et on peut, quand on est mieux organisé, attaquer le marché avec une offre plus abondante, ce qui ne laisserait pas la place aux soi-disant intermédiaires, parce qu'on en a beaucoup parlé ces derniers jours, qui captent une valeur ajoutée sans en créer, qui captent une valeur de la production sans créer plutôt de valeur ajoutée. Et je pense là aussi, c'est aussi un facteur de hausse des coûts. Et là, on travaille sur l'organisation des interprofessions pour essayer de limiter les intervenants dans la filière. Mais aussi, on a un grand chantier qu'on a entamé avec le ministère de l'Intérieur, le ministère du Commerce, sur l'organisation des marchés de gros et sur la restructuration des abattoirs et des marchés à bestiaux. Je pense, comment ça peut se matérialiser, il suffit d'abord d'identifier tous les acteurs qui vont mettre en vente un produit sur le marché. À partir de là, on peut les identifier et je pense qu'ils seront moins nombreux à jouer le jeu. Je dis qu'il y a des intermédiaires utiles et d'autres nuisibles. Un intermédiaire qui va financer en partie la campagne d'un agriculteur en achetant sa production et la mettre en caisse, la ramener jusqu'au marché, c'est un intermédiaire qui est utile. Il joue un rôle. Tous les agriculteurs ne peuvent pas se présenter tous les matins au marché. On a besoin de quelqu'un qui organise ce maillon de chez l'agriculteur au marché.
il y a certains qui peuvent le faire, mais tous ne peuvent pas le faire. Par contre, il y a des intermédiaires qui achètent et qui revendent, d'accord? Et ça, c'est de la spéculation qu'on doit combattre. Et donc, cet achat et revente, je pense que la digitalisation peut jouer un jeu. La transparence, plus de transparence dans le circuit de distribution aussi peut jouer un rôle à réduire le nombre de ces acteurs, du moment que je peux mettre en lien direct l'acheteur final et le producteur, ou le producteur plus le premier intermédiaire. Je pense que c'est largement suffisant, voilà, pour que l'agriculteur puisse capter aussi une partie de la valeur ajoutée qui est perdue en chemin. Et finalement, on va se trouver avec deux perdants: les agriculteurs avec qui nous on travaille et le consommateur final pour qui on travaille. Alors les contrats, effectivement, les contrats programmes ont été signés il y a 2 ans à peu près. Pour la majorité, ça avance très bien. Donc c'est décliné en conventions spécifiques, en actions ou en engagement du ministère ou du gouvernement qui a été traduit en subventions. Je parle du lait, je parle voilà, d'autres secteurs. Et dans ces conventions-là, il y a de la recherche, il y a du développement, il y a de l'encadrement, il y a de la valorisation aussi, il y a de la promotion et de l'organisation interne aussi des filières. Aujourd'hui, il est, je pense, temps pour certaines filières, vu la conjoncture, parce qu'on doit apprendre de ces 7 ans de sécheresse, de revoir, parce qu'en 7 ans, autant le travail qu'on peut faire sur l'organisation, il peut être perceptible, mais les augmentations de rendement de superficie, on ne peut pas les avoir compte tenu de la conjoncture que nous avons subie tous, et des pertes. Et donc on est en train de travailler avec les interprofessions aussi à revoir nos objectifs qui soient plus réalistes et qui tiennent compte de la situation réelle que nous avons vécue. Alors, on va revoir quasiment toutes les filières. Le niveau de révision, il peut différer de filière à autre en fonction, voilà, de l'impact qu'a eu cette sécheresse sur la filière en elle-même, c'est-à-dire les données de base de la filière, ou qu'il ait freiné son développement. Je parle de l'olivier par exemple, on a perdu quelques superficies, on en parle des agrumes, on a perdu quelques superficies puisque c'est la sécheresse, notamment en zone bourg, même en certaines zones irriguées, il y a assèchement de certaines nappes, et donc les agriculteurs n'ont pas pu continuer à irriguer, à produire. À partir de là, on a perdu quelques superficies. La filière viande rouge aussi, elle est à revoir de fond en comble. Oui, je pense que c'est normal. Il y a beaucoup de nouvelles données à prendre en considération. Non, avec les interprofessions, non, mais en interne, on est en train de réfléchir sur le modèle à adopter, sur la vision, qu'elle soit en harmonie avec la stratégie et qu'elle soit réaliste, avec des objectifs réalistes, smart, comme on dit, qui soient atteignables, mesurables et tout ce qui en suit, mais qu'on soit aussi, il ne faut pas que nos objectifs soient tellement bas que ça n'apporte pas de challenge mutuel pour le ministère et pour la profession. Nous, on est toujours dans une vision d'améliorer le secteur, d'améliorer la productivité et la rentabilité pour nos agriculteurs. Alors, les assolements au Maroc sont libres. Et je pense à partir de là, on peut discuter. Le fait de dire que c'est des filières qui consomment beaucoup d'eau, l'avocatier par exemple,
la superficie est très limitée dans des zones où il y a suffisamment d'eau. Et c'est les zones qui exportent l'eau aujourd'hui vers, on part du Rarb. Et c'est là où on a le plus d'excédent d'eau, c'est au niveau du Rarb, du Locos. La région ne souffre pas de manque d'eau et à partir de là, moi je dis que c'est un faux débat de parler, non, on valorise le mètre cube d'eau de la meilleure façon avec ce genre de culture. Les superficies irriguées, exportées ne pèsent absolument rien. D'accord, on exporte pour 500 millions de mètres cubes, mais on importe pour quelques milliards de mètres cubes en céréales, ainsi de suite. Et si on devait produire ces céréales au Maroc, on n'a pas suffisamment d'eau pour le faire. C'est-à-dire même si on doit reconvertir toute notre SAU en céréales et l'irriguer, on va produire que des céréales et on n'a pas suffisamment, on n'atteindra pas les objectifs. Je pense la politique du programme national d'économie d'eau, d'irrigation, il a permis aux agriculteurs d'être plus résilients, d'introduire la notion d'économie. Aujourd'hui, même sans subvention, un agriculteur ne peut pas imaginer faire de la pomme de terre ou du maraîchage sans goutte à goutte. Je pense que c'est quelque chose qui est ancré. À la fois ça permet de faire de l'économie de l'eau, mais ça permet de la fertigation et ça permet d'uniformiser la production. Et à partir de là, la production a une valeur beaucoup plus importante lorsqu'il la met sur le marché. Je pense que l'histoire de l'économie, elle est déjà amorcée depuis une vingtaine d'années aujourd'hui, avec toutes les subventions accordées au secteur de l'eau. Alors la mesure de subventionner une partie des intrants était une mesure exceptionnelle. Ça n'a jamais été fait au Maroc de l'histoire de l'agriculture moderne au Maroc. Cette subvention a été inscrite dans la demande royale pour soutenir l'agriculture dans le cadre d'un projet de résorption des effets de la pluviométrie et de la conjoncture. C'est comme ça que ça s'appelle le programme. Il faut rappeler que suite à la guerre en Ukraine, les prix des engrais ont flambé parce qu'ils sont indexés sur le prix du gaz naturel et du pétrole. Et les prix, ils ont triplé. Donc on passe de 200-300 dirhams la tonne à plus de 1000, le quintal, pardon, à plus de 1000-1200 dirhams le quintal. Et à partir de là, on était face à une situation où les agriculteurs n'allaient pas avoir suffisamment de fonds pour acheter ces engrais. Et ceux qui avaient les fonds pour acheter les engrais allaient se demander est-ce que le coût, la valeur de vente de leurs produits allait rémunérer l'investissement qu'ils en font. Et donc je pense la sage décision de subventionner les engrais a porté ses fruits. On a subventionné uniquement les engrais azotés. Depuis, ça marche, c'est un programme qui a marché très bien. On a vu aujourd'hui, après cette année, par exemple, après les récentes pluies, un appel magnifique. D'accord, on était content qu'il y ait cet appel parce qu'on sait qu'il y a des cultures derrière, il y a de la production qui va venir. Donc on a eu ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que depuis la mise en place du mécanisme, les prix du gaz, les prix du pétrole, il a rechuté. Le prix des engrais azotés, parce que c'est des engrais, je rappelle, que le Maroc ne produit. C'est les engrais azotés, le Maroc les importe. On produit des engrais phosphatés, mais les engrais azotés sont des engrais importés. Et donc le prix, il a baissé, il a une tendance aujourd'hui baissière. Depuis quelques mois, je pense, on est à des niveaux presque similaires à ce qu'il y avait avant la crise en Ukraine. Et je ne vois pas de raison aujourd'hui pour continuer à les subventionner. La décision n'est pas prise, ça c'est mon avis on va dire, personnel que je partage avec vos téléspectateurs et votre audience. Mais s'il y a une raison majeure pour le faire, pour soutenir nos agriculteurs, je pense que le gouvernement et l'État marocain sera toujours là, mais ne pas instaurer cette culture de dépendance au soutien des intrants. Je pense qu'on peut aussi utiliser les subventions dans des
des zones, d'accord, où ils sont les plus impactants. Et je pense que ça aussi, c'est à tenir en considération.